Les fentes labio-palatines. L'on pourrait se demander pourquoi encore parler de cette malformation et qu'est-ce que l'on va dire que l'on ait déjà dit. On pense généralement que c'est une malformation de fait, comme toute malformation, mais derrière les fentes labio-palatines, c'est des histoires. C'est aussi toute une histoire que l'on peut raconter sur le vécu personnel des sujets, mais aussi sur l'expérience que les spécialistes en font. Pour en parler dans ce numéro de votre émission, Les spécialistes vous parlent. Nous recevons le docteur Yawa Sessime Sani, épouse Santos. Elle est chirurgienne pédiatre spécialiste des fentes labio-palatines, chef du service de chirurgie pédiatrique au CHP en Europe. Bienvenue, docteur Sani. Merci, monsieur Issifou. Alors, Merci de nous recevoir. Merci. Dans mon introduction, je me posais la question de savoir si on a encore quelque chose à dire que l'on ait déjà dit sur les fentes labio-palatines. Je pense qu'on a beaucoup à dire. On a encore beaucoup à dire sur les fentes labio-palatines. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et je disais aussi qu'il y a des histoires, mais une histoire particulière aussi qu'on peut raconter sur cette malformation. Découvrons dans cet élément ce qu'il en est avec un cas particulier qui nous enseigne beaucoup, comme vous le dites, sur ce que c'est qu'une fente labio-palatine. Wachi wadomfu kaka wanyigito ontu amukora ndang lepeyo akangezio tombo nyam kaka kwa awatogo bwe nyanyu manyoke hadenyu manyo tabenyu macho omadwa kwa ma grani yo su homova kwa mato non nous faisons radia avec une manière de tout ce coup y a moi que kaka ma bajo yele ntu afola gbegbe onya mojo yo a chiton fo o ma no mo grole aba ko kwa keke lo ho che dojo o kwa le takura ge no ma le do no jinpo egbon fon do man to fufu voix me tsafio pata oglo o abe o lo gan la fanya me ya fanya me fan galo sima wa o mo ho ni to pe jo kwa bi jo gbo o wa gbe lo mu o fo yin wa gbo no kan wa o wa kan yi ni kaka ni nya wa ya o be o fo yo no wa o jo wa o jo ku ba tu o gba jókòó àti gba jógbọ e je po mo lo cha pe nya ba do la si o ya ba ga da mo e fo nya ba do bi o bo ja o ga la ani ho ka o bi o yo ne ya ma lo chi ba bro nya ni mo yo nya o ne e kwa nya ga nya kwa cha ni mo yo nya o ne nyo ni jo li be ga ba nya ni nó như thế đấy, cái cảnh giờ bây to gà là, vậy là cá sao, nó là sinh nhân của món bò, mà hấp dẫn đủ nó nhiều các cá vậy như thế, anh ấy họ mà đủ, mà cho gà lên năm, họ có được không, gà lên nói mà ba cho hết xa, ba cho gà đủ, như vác bò, như nó nhạt cả rồi, có gì bao, và khi mà tụi như vậy gì luôn. Quả như hơi đó, như quả về về là chiều, thì cho như quả hơi là con như tâm, tôi qua sau quả ho nó như là cái gì vậy, cả, cho mà nó ổn mà, ở rồi chứ, các luôn, lấy cái chiếu dịch bao đua, nó lên mai gì nào, nhớ như mà nhon nhớ như nó vô cú bụng luôn qua, cái tôi chỉ nghe là, cái tôi chỉ nói là nó lần đôi mà nè bé
ne nya nyuma ya nya nyuma gbo mo lo ndodo mo ni we no mo gbo o ngan no ku gbe ala ngan no ala jide nyuma to gbo wa gbo ba mo ke ya ko e nu ya agbe na nyin to ala von nya to mo jide ma to yo amado wa tona na mo jua ado tona ono apaka ka wa na jide nyuma jua ya ma ba o mo ya siro pole o nyuma la jua me nde mali o nyuma ya siro ndo mo ya siro pole amaka ona o san odo odoa de kia nya to bia no lo so fon o ngba von o san no vai no no odo ni o odo ni o san ni fon kakawa o odo ni ani gboba se le ke no lo gbon be no o ba odo ni o abe yo ma gan gbo wa o wa gan gbo na de ji nya wa gbo fa fa da na mo gan ho ya mo gan ho la gbo. Docteur Sani, Oui. nous venons de regarder un film. Et parfois, on pourrait se dire qu'on est sans voix quand on écoute l'histoire racontée telle qu'elle. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le nom que porte la dame. Oui. Tohos aussi, c'est vrai, en milieu, on va dire, évéphone, c'est-à-dire que Tohos aussi. c'est-à-dire la personne qui porte la malformation. Oui. Et voilà, au féminin, quoi. Donc voilà, vous naissez avec une maladie, on va le dire comme ça, et puis bon, ben, ça reste une étiquette collée à votre front. On vous appelle maladie, quoi. Ouais. On vous appelle malformé. Tohos aussi. Mais c'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas non plus en vouloir forcément aux gens, dans leur innocence, à pouvoir caractériser un certain nombre de choses, peut-être qui sont inhabituelles, et qu'on va lier au mauvais sort, qu'on va lier aux esprits, et donc on met le nom justement. Oui. Et je pense que dans nos milieux, le nom est vraiment caractéristique de la personne. Quand on voit les noms suivant les jours, Oui. Moi c'est Yawa, ça veut dire que je suis une fille née un jeudi. Oui. Voilà, le nom est vraiment caractéristique de la personne dans nos milieux. Et quand on appelle une personne Tohos aussi, c'est plutôt pas comme tout le monde qui est né un jour, Oui. mais cela caractérise en fait un problème, une maladie de la personne. Et on oublie un peu que cette personne va grandir et va devoir porter cette étiquette toute sa vie. Ce poids psychologique surajouté, je pourrais caractériser. Déjà au poids de la maladie. Voilà, en plus du poids de la maladie. C'est-à-dire, je suis malade, je m'attends à ce que l'on s'occupe de moi, l'on me prenne en charge, l'on accepte que je puisse m'intégrer réellement à ma communauté, mais on me marginalise dès ma naissance en me disant « Toi, tu n'es pas ordinaire ». Le symbole aussi en même temps d'une certaine phobie pour les gens où on dit d'où vient-il, d'où vient-elle cet enfant? Je dirais la peur de l'inconnu. Oui. La peur de l'inconnu, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, donc, quelque part, quelque chose n'a pas fonctionné. C'est peut-être l'information. C'est ça. Et c'est ça le but pour lequel nous sommes ici. Revenons même à la maladie elle-même, avant d'évoquer les autres spectres que nous sommes en train donc d'analyser, de décrypter. Oui. Alors, comment comprendre les fentes labio-palatines? On est avec, ça se transmet, ça vient de fait. Est-ce qu'il y a quelque chose
de particulier qui explique que quand ce n'est pas fait, on risque d'avoir un enfant qui va sortir avec une ou des fentes, parce que parfois, c'est combiné, c'est pas une seule fente. Oui. C'est ça. Ce n'est pas une seule malformation. Voilà. Et donc, c'est vrai, on a commencé avec les impacts sur la santé de l'enfant qui naît avec ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Nous allons, je pense, commencer par la définition de ce que c'est qu'une fente, tout simplement. En fait, nous pouvons dire que la fente labiopalatine, pour dire fente labiale et ou palatine, est une malformation. Qu'est-ce qu'on appelle malformation? C'est-à-dire qu'au cours de la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère, il y a eu quelque chose qui a mal fonctionné. Voilà, une fausse note quelque part. Voilà. Qu'en est-il de ces fentes labiopalatines? En fait, la tête et le visage sont formés par l'assemblage ou par la fusion de 5 bourgeons essentiellement. Bourgeon frontal, bourgeon maxillaire, bourgeon nasal et bourgeon mandibulaire. Les nasales sont, je dirais, 2 nasaux, nasal interne, nasal externe. Voilà. Donc, il s'agit en fait d'un défaut de fusion entre le bourgeon maxillaire et le bourgeon nasal interne. Ce qui va entraîner la malformation de la lèvre supérieure, de la lèvre, je parle de la bouche. Oui, bien sûr. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Donc, une malformation qui va intéresser surtout la lèvre supérieure et le nez, dans la plupart des cas. Alors, c'est ici que ça se passe, voilà. Comme les images le montrent. Voilà. Et dans certains cas, on pourra avoir en association une malformation de la lèvre et du palais. Le palais, c'est le toit de la bouche, de l'intérieur de la bouche. Quand on soulève la langue comme ça, voilà. On touche donc le toit, palais, le toit de la bouche s'appelle le palais. Donc ce défaut de fusion peut aussi concerner le palais, c'est-à-dire un défaut de fusion des processus palatins au cours de la formation de l'enfant à l'intérieur de lui. Donc, il s'agit d'un processus ou d'une malformation très bien connue et très bien décrite sur le plan scientifique. Maintenant, voilà ce que nous pouvons décrire sur le plan scientifique. Tout ce qu'il y a comme le poids psychologique derrière, nous y reviendrons. Alors, pour aborder justement le poids psychologique derrière, ce n'est pas que dans nos contrées, dans nos communautés, que cette malformation a été caractérisée. Non, pas du tout. Même dans la littérature scientifique, c'est resté pendant longtemps bec de lièvre. Oui, effectivement. Effectivement, dans la littérature pendant longtemps, et ce sont des termes que les gens continuent d'utiliser. Bec de lièvre, gueule de loup. Oui, malheureusement. Voilà, malheureusement. Et c'est ce qu'on essaie de changer par ces émissions, par la communication. Parce que c'est anormal de comparer l'homme à l'animal. C'est déjà avilissant de porter ce masque au visage, et encore qu'on vous indexe comme tel, on vous donne un nom. Oui. C'est vrai que ça détruit totalement l'estime de soi et la personnalité même Oui. de cet enfant qui va être obligé de grandir en supportant ce regard dédaigneux et parfois moqueur des autres. Et quand il va grandir adulte, il s'attend que les adultes comprennent quand même que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, à tout enfant. Si on y a échappé, c'est parce qu'on a été chanceux, plus ou moins. C'est ça. Et qu'on peut accepter quand même de laisser les gens vivre en paix. Bien sûr. Mais on est obligé de se demander à chaque fois quand on vient quelque part, quel regard on va me jeter, quelle considération on va avoir pour ma personne. Alors, justement, qu'est-ce que cela représente pour un enfant de vivre tout ça, et même l'adulte? Je dirais que pour l'adulte, c'est vraiment insupportable. On a vu le cas la dame qui a raconté son histoire. De cette dame de Rossoussi qui, moi, quand elle est venue à moi, je lui ai dit, elle s'appellera plus de Rossoussi, elle s'appellera Adjo. Donc, première des choses, il faut qu'on change le nom, oui. Donc, dans nos registres, c'est Kokou Adjo. C'est son nom de famille Kokou, et Adjo,
comme son prénom. Donc, nous avons tout de suite refusé ce nom de Toros aussi. Et nous avons vu comment cette malformation a, je dirais, détruit son couple. Elle a eu la chance de se marier, d'avoir des enfants. Elle a eu 7 enfants. Elle en a perdu 2. Et elle a 5 enfants à sa charge actuellement. Et elle a été répudiée à cause de la malformation par le monsieur. Mais cet homme, il faut quand même, à tous égards, lui reconnaître une certaine empathie d'avoir supporté cette femme. Jusqu'à aller à 5 enfants, mais on peut se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement. Il aurait pu aller jusqu'au bout. Oui, il aurait pu aller jusqu'au bout. Alors, je fais ça pour dire que le poids psychologique dont nous parlons, c'est aussi le partenaire, le parent de celui qui porte la maladie. Je crois, oui. Donc toute la famille et peut-être toute la communauté va se retrouver avec cet handicap-là qui nous est toujours jeté à la figure. Et elle en a parlé. Oui. Elle en a parlé. Elle a dit que toute la communauté la regardait autrement. Après son intervention, on lui a plusieurs fois demandé si elle avait voyagé. Pour eux, ce n'est qu'à l'extérieur qu'on peut faire qu'on ça. peut régler ce problème. Parce qu'elle en a bavé toute sa vie. Mais la preuve, un bateau est venu de l'extérieur et le Un bateau bateau est est reparti. venu, le bateau est reparti avec les Blancs. Faudra faire une autre histoire avec le bateau qui s'en va, la femme qui est sur la rive, qui regarde le bateau, qui est en train de s'en aller pour caractériser tout un espoir qui s'était effondré Oui, à un moment donné. qui s'est éteint, oui. Oui. Elle n'y croyait plus du tout. Oui, elle l'a dit. Mais elle n'y croyait plus du tout. Alors voilà comment une vie peut être aussi détruite. Hein. Oui. À cause de la méconnaissance, à cause d'une certaine ignorance. Ignorance. Yeah. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on veut continuer à communiquer sur la pathologie, sur la maladie. Parce que cette femme-là, si on la comparait à un enfant de 3 mois, à une petite fille qui est née avec les mêmes conditions et qui a été opérée à 3 mois, on voit toute la différence entre la vie de cette dame-là et la vie de la petite fille qui a été opérée à 3 mois. Voilà, elle ne s'en souviendra pas. Oui, on a vu le visage après l'intervention chirurgicale. Voilà. C'est une très belle femme. Voilà. Est-ce que l'homme est revenu? L'homme veut revenir, mais je ne sais pas si actuellement. Sinon, il l'a exprimé. Mais ce que je peux dire à Joe, c'est d'accepter de reprendre son nom. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas facile aussi quand même de devoir supporter un visage parfois. Enfin, on ne va pas utiliser Déformé, des termes avilissants. déformé, oui, mais il faut le dire, le visage est déformé. Un visage qui n'est pas normal, on va le dire comme ça, quand Bien on sûr. voit d'autres femmes à côté. Bien sûr. On aimerait que sa femme soit une belle femme, qu'on peut voilà, je présenter. Mais voilà. Et on peut comprendre aussi, donc, à Joe n'a qu'à accepter de reprendre son mari pour redémarrer une nouvelle vie, et on va l'appeler la vie après. Ouais, je pense que ce n'est qu'une histoire de temps. La vie après, tu vois ceci. Je vous invite d'ailleurs à travailler pour que ce couple se reforme, pour que l'histoire soit encore plus émouvante, plus belle à raconter. C'est du vrai success story qu'on peut donc utiliser pour nous amener à comprendre qu'après le rideau peut toujours se lever à nouveau et qu'on peut voir de l'éclat, de la lumière, de la joie. Et surtout le beau sourire qui jaillit du visage de le sourire qui a été réparé. Oui. Alors, revenons-en aux causes. Quand on dit comme ça, j'ai voulu qu'on évoque cet aspect tout de suite pour que les gens comprennent que parfois nous sommes coupables par excès, par défaut aussi, de la déchéance de la vie des gens, par notre regard, par notre façon de les apercevoir, par nos jugements. Mais voilà. Oui, nous détruisons la vie des autres. Par nos jugements. Parfois, ce n'est même pas la parole, mais l'attitude seule suffit à faire comprendre à l'autre ce qu'on pense. Voilà, cette communication non verbale, mais qui va avoir tout son poids sur la vie des gens, qui enferme certaines personnes. Même plus que les mots. Oui.
Quand vous faites confiance à quelqu'un qui est censé vous comprendre, vous arrivez chez lui, la personne ne peut même pas oser vous regarder en face. Ouais. Vous vous demandez, je suis un monstre ou quoi finalement? On fuit le regard Voilà. de cette personne, ça c'est clair. Alors, d'où vient cette malformation? Vous l'avez dit, des bourgeons qui à un moment donné, dans la construction, va avoir une fausse note. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Parce qu'il y a toujours une cause des causes. Je dirais que dans 90% des cas, on ne retrouve pas de cause. Ah. Voilà. Malheureusement. Dans 90% des cas de fonte labiopalatine, on ne retrouve pas de cause. On met ça sous le coup du processus qui, à un moment donné, a mal fonctionné. A mal fonctionné, tout simplement. Et dans ces 90% des cas, on pourra dire que on ne connaît pas de cause, donc la malformation est inévitable. Donc, ce qui nous amène à dire que les fentes labiopalatines continueront de naître tant que l'humanité continuera de survivre. Les fentes labiopalatines continueront de naître. Donc, à un moment donné, à aucun moment, elles ne seront une maladie rare. Non. Non. Et cela ne dépend même pas de la race. Que ce soit chez les Européens, que ce soit chez les Asiatiques, que ce soit chez les Indiens, on retrouve pratiquement autant de fentes labiopalatines que chez les Africains. S'il n'y a pas les loups partout, au moins il y a les lièvres partout. Il n'y a ni de lièvres ni de loups, il n'y a que des humains. Il n'y a que des humains. Eh bien, justement, déjà, on va commencer par lever justement tout ce qui est vocable, tout ce qui est aussi littérature, envieillissant et handicapant pour l'histoire même de cette malformation. Mais on peut quand même dire que dans les causes, dans les 10% restants, on peut avoir des causes exogènes, des causes endogènes. Voilà. Et les causes exogènes, qu'est-ce que c'est? C'est les causes environnementales, la nutrition chez la maman, surtout les substances, la prise des substances tératogènes comme le tabac, l'alcool, qu'on a retrouvé, la déficience en vitamine B6 qu'on a retrouvé aussi. L'acide folique a été longtemps incriminé, mais aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a pas plus de fentes labiopalatines chez les dames qui n'ont pas eu d'acide folique que chez celles qui en ont eu. Les causes endogènes, ce sont les causes génétiques. Dans ces causes, on a des gènes qui sont touchés et c'est pour cela qu'on peut avoir des familles de fentes. On a plusieurs cas de familles de fentes. Donc dans la même famille, par exemple, la maman a eu une fente, l'enfant a eu une fente, le second, le troisième a eu une fente. Jusqu'à une petite fille ou un petit garçon qui va naître dans la lignée. Bien sûr, on a des familles de fentes. Et pour eux, je dirais qu'aujourd'hui, ils se portent même mieux que ceux qui n'ont jamais connu la maladie, parce que pour eux, la maladie est connue et ils savent que il faut juste faire les soins adaptés, les soins appropriés, et il n'y a pas un métier ou un devenir que l'enfant qui est atteint de fente labiopalatine ne pourrait pas se permettre. Voilà, c'est dès que la malformation est opérée, corrigée, et que les soins médicaux sont adaptés, cet enfant vit aussi normalement que les autres enfants. Alors, quand vous le dites, je comprends si bien qu'il ne suffit pas seulement de refermer cette fente, cette ouverture. Non, pas du tout. Mais derrière, il faut que ça s'accompagne. Pas du tout. D'autres soins. Bien sûr. Qu'on verra bien. Mais ma question tout de suite, quand je vous entends expliquer tout cela, vous nous dites qu'il n'y a pas de cause particulièrement ciblée, indiquée. Pendant longtemps, on a pensé des choses, mais on s'est ravisé avec l'évolution des recherches. Et on en arrive à un moment donné à incriminer justement certains comportements, certains contextes environnementaux, vous l'avez dit. Mais alors, ce que l'on est en droit de se demander, est-ce que finalement, quand ça se présente comme ça, on peut se dire qu'on peut prévenir les fentes labiopalatines? Parce que le plus souvent, ce qu'on nous dit, c'est de faire tout pour que la maladie n'arrive pas. Est-ce que dans ce cas, on a un moyen d'empêcher que les fentes labiopalatines surviennent? Il n'y a pas moyen de prévenir. Donc on ne peut pas prévenir les fentes labiopalatines? Non,
il n'y a pas un moyen de prévenir la fente labiopalatine au jour Et donc- d'aujourd'hui. Et donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, Les fentes labiopalatines peuvent survenir dans n'importe quelle dans famille, n'importe quelle famille, dans n'importe quelle race, bien sûr. dans n'importe sûr. quelle catégorie Et- sociale. Et on fait même des prévisions Oui. pour se dire que on aura, au Togo par exemple, on a approximativement 120 à 150 fentes qui naîtront chaque année. Ah ah. Voilà. On connaît ce chiffre et on s'attend à prendre en charge 120 à 150 fentes chaque année sur donc- le territoire. Et donc, ça veut dire que là où nous sommes aujourd'hui, jusqu'en fin 2025, il faudra scruter, chercher, Chercher les fentes, chercher, débusquer, ratisser. voilà, les trouver dans les coins et les recoins du Togo pour avoir ce chiffre. Sinon, on se dit qu'ils meurent ou qu'ils sont Noyés dans la masse. noyés dans la masse, qui ne sont pas pris en charge. Voilà. Et donc là, on sait à quoi on a affaire. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Alors, on va évoluer. C'est vrai qu'un enfant qui naît, qui sort du ventre de sa maman, est-ce que c'est possible de pouvoir reconnaître une fente à ce stade-là, ou du moins la soupçonner? Avant même que l'enfant ne sorte du ventre de la maman, Bon, c'est la spécialiste peut- qui parle. avant même que l'enfant ne sorte du ventre de la maman, on peut soupçonner, diagnostiquer une fente labiopalatine. Ah ah. On encourage là les consultations prénatales qui vont se suivre des échographies de détection, des échographies de diagnostic des pathologies anténatales. Voilà. Donc, autour du 5e mois de grossesse, on peut déjà, si on fait une échographie dans les bonnes conditions, on peut déjà suspecter et même diagnostiquer une fente labiopalatine. Cela ne se fait pas beaucoup au Togo, dans nos communautés, mais on se rattrape, ou on devrait se rattraper à la naissance. À la naissance, ouais. C'est-à-dire que dès que l'enfant sort, tout de suite, on peut reconnaître, quand il s'agit de la fente labiale, Oui. on reconnaît tout de suite avec l'inspection, c'est-à-dire en voyant cet enfant, on peut reconnaître tout de suite une fente labiopalatine, une fente labiale. Oui. Pour la fente palatine Palatine, isolée, oui. il va falloir examiner dans la bouche de l'enfant, Bien sûr. surtout quand elle est isolée, quand elle ne s'associe pas avec Ouais. une fente labiale. Il va falloir examiner la bouche de l'enfant pour diagnostiquer ou reconnaître cette fente-là dans le palais. Mais si on n'a pas pu reconnaître cette fente À ce stade-là encore. dans la salle d'accouchement, je dirais, il y aura des signes Oui. qui vont nous faire penser ou imaginer qu'il y a un problème. Des signes surtout liés à l'alimentation de cet enfant. Ah, d'accord. Voilà. Si l'enfant. Si cet enfant n'a pas reçu l'examen qu'il faut en salle d'accouchement, on pourra suspecter cette malformation, surtout la malformation du palais isolé, quand l'enfant va téter. C'est un enfant qui ne va pas accepter prendre le sein comme il faut. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sucer le sein, il faut pouvoir créer une pression négative dans la bouche. Et cette pression négative va être difficile à créer pour Alors, cet comme enfant-là. si on retournait la langue, l'enfant ne peut pas le faire. Voilà. En fait, l'enfant se trouve étouffé par Ouais. la prise de sein. Parce qu'il y a une fente au fond de la gorge Qui lui empêche qui l'empêche, ce confort, cette facilité, cette facilité à créer vous savez, cette quand- sorte d'aspiration. Là. Voilà. Pour aspirer, il nous faut créer une pression négative. Tout à fait. Il y a quelque chose qui est anormal dans
dans la création de cette pression négative pour pouvoir aspirer le sein. Donc, c'est un enfant qui va présenter tout de suite des difficultés d'alimentation. Et donc, ça, c'est clair que cet enfant-là, quand on le voit comme ça, est-ce qu'il va avoir des grimaces ou c'est vrai qu'un nouveau-né? Il va refuser le sein, tout simplement. Ah ouais. On le lui donne, il refuse et il pleure. Alors, ce que vous dites là, à ce stade, on va s'arrêter un moment. C'est-à-dire que le gynéco, déjà, à partir du 5e mois, doit avoir à l'esprit, lui aussi, bien sûr, en dehors des autres maladies qui peuvent être de la même catégorie, sinon, suivre le même schéma, commencer par dire, je dois détecter, chercher à détecter, je dois scruter, je dois prendre le temps de bien regarder et déjà lancer l'alerte. Oui, les gynécologues sont, je dirais, aguerris, je l'ai dit, les gynécologues sont habitués à cette alerte-là. Mais encore faut-il le rappeler. Oui, parce que il faut parfois, toujours le rappeler. Parce que parfois aussi dans les centres hospitaliers publics, ou peut-être là où il y a du monde, c'est ça aussi. Ce n'est pas le gynécologue qui fait l'écho. Oui, mais voilà. Et donc là, en réalité, c'est aujourd'hui aller. Autant on est en train de sensibiliser les populations, qu'on puisse dire aussi au personnel soignant que dans le schéma, il y a tant et tant qu'il faut toujours chercher. Qu'il faut chercher, qu'il à faut dépister. rechercher, à dépister. Oui. Voilà. À chercher, à isoler, à identifier, pour que dès cet instant-là, on puisse mettre quelque chose en place. Oui. Ce que nous disons, c'est vrai que c'est dans l'idéal, c'est dans l'approche, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est pas forcément aisé. C'est pour ça que je le dis. Maintenant, il y a la femme enceinte elle-même. Je dois suivre mes consultations prénatales régulières, les 4 ou les 6 désormais. Et quand je viens, que je puisse moi aussi dire, ah, docteur, est-ce que tout va bien? Oui. Est-ce que vous n'avez pas senti? Regardez encore. Hein? Tout le monde doit être informé. Voilà. Si ce n'est pas le soignant qui fait attention, ça doit être le patient ou la patiente qui attire l'attention du soignant. Ou le mari, ou la parente de la femme enceinte. Oui. Pour dire, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas une malformation? Oui. Les gynécologues, au 5e mois de grossesse, font ce qu'on appelle l'échographie d'étude de la morphologie de l'enfant. Donc, dans cette échographie, c'est-à-dire que toutes les formes de au niveau de tous les organes, de toutes les parties, de tous les organes, de ils cet être scrutent, humain qui ils est en train regardent pour voir en construction, est-ce qu'il n'y a pas une malformation. Voilà. Donc cela doit se faire normalement chez toutes les femmes enceintes. Et là où on n'a pas un gynéco et que c'est un autre niveau qu'il fait, il faut que tout le monde soit aux aguets. Oui. On a parlé aussi de la femme enceinte, des parents. Et ça, c'est au 5e mois. On en arrive à la naissance. Si on n'a pas pu débusquer, à la naissance, là encore, on a une chance de se rattraper. Arrêt sur le temps. Avant que l'enfant ne sorte des suites de couches, Voilà. il faut là encore scruter. Il faut scruter pour voir est-ce qu'il n'y a pas une fente. Je dis toujours, la fente labiale, elle est remarquée tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est visible. Dès qu'on voit le visage de l'enfant. C'est le lèvre, c'est la lèvre, pardon, qui, le lipube, parfois, qui a une fente. Voilà, qui a une fente, voilà. Tout simplement. La lèvre a une fente. La lèvre n'est pas continue comme toutes les lèvres. Voilà. Chaque personne, de toute façon, elle n'est pas une lèvre supérieure normale. Voilà. Elle va présenter un aspect qui est inhabituel. C'est ça. Cela doit alerter tout le monde. Tout le monde, oui. Et là, en ce moment, quand on s'arrête à ce niveau, nous marquons une pause, nous allons revenir. Quand on est là, dans la salle de couche, et qu'on est en train de chercher à scruter notre fente, Docteur Sani, nous sommes en salle de couche. Nous ne sommes même pas encore sortis. Que nous disons, nous nous arrêtons pour nous assurer, si nous n'avons pas vu la fente ici, nous assurer que celle qui est donc à l'intérieur de la bouche n'est pas passée inaperçue. Voilà. Et notre souhait, c'est qu'elle n'existe même pas. Ensuite, on se dira,
à ce niveau. Pour ce qui concerne les fentes labiopalatiques, on a fait ce qu'on peut. Maintenant, pour les autres pathologies, les autres maladies aussi, on peut toujours checker, mais c'est ce qui nous concerne. Je vous remercie pour ces explications aussi simples, aussi accessibles que vous nous donnez sur la maladie. J'ai voulu que cela se passe comme ça pour que l'on se rende compte qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on banalise, mais qui reste une maladie très 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 lourde à porter. Très lourde, oui. Voilà. Et il nous faut faire de la sensibilisation, continuer à faire de la sensibilisation pour informer la population de la présence de cette maladie et de la possibilité, et surtout de la possibilité de la prise en charge qu'on offre aujourd'hui. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain numéro. Nous allons marquer donc un premier arrêt ici. On a eu des pauses, on marque un premier arrêt et nous allons revenir mardi prochain pour continuer parce que nous avons tellement de choses, comme vous l'avez dit, à dire sur les fentes labiopalatines. Docteur Yawa Sessime Sani, épouse Santos, vous êtes chirurgienne pédiatre, spécialiste justement de ces fentes-là et vous intervenez au CHP Aneho. Ça, nous sommes à la frontière Togo-Bénin. Notre ville... tricentenaire. Ouais, coloniale. Une belle ville d'ailleurs. Nous saluons donc toute la population d'Aneho et le personnel médical du CHP pour tout le travail qui se fait là-bas. Nous allons nous retrouver donc mardi prochain. Restez, ne bougez pas, le meilleur est derrière jusqu'à ce qu'on reboucle mardi prochain. À très bientôt. Merci, monsieur. Oui.